Nous sommes le mercredi 28 octobre 2020. Il sonne 11h à Canal FM ici. La même heure qui sonne dans les studios de toutes les radios ici au Togo qui nous retransmettent. Radio Lumière à Neho, Radio Sama FM à Niamtougou, Central FM depuis Sokodé, Radio Courtoisie au sommet du Togo à Dapan. Nous n'oublions pas Radio Daoul à Bassa, la première radio que nous avons commencé cette aventure de partenariat. Cette émission également qui est dupliquée dans le monde entier par les radios numériques Ebon Radio, Radio Gameli, que vous suivez dans les Amériques, en Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout dans les îles. Nous en sommes vraiment honorés. Nous voudrions saluer particulièrement aujourd'hui les policiers et les gendarmes qui règlent la circulation sur le chantier Ebomaf Lomé-Palimé. Si vous les voyez, ces policiers et gendarmes, dans l'embouteillage, dans la poussière, dans la boue de jour et de nuit, ils méritent quand même que nous leur adressions un clin d'œil. Nous sommes accompagnés à la technique aujourd'hui par le duo Victor Gwekoko, Michel Tomenga et Géraud Dakoucha. Au menu du Club La Presse, nous allons parler de pandémie au pluriel, la pandémie au nouveau coronavirus que nous ne connaissons que trop, mais une autre pandémie qui nous gagne depuis ces derniers temps, c'est les suicides, notamment quand nous découvrons les gens pendants ou bien pendus au bout des fils. Qu'est-ce qui se passe? Une autre pandémie qui gangrène l'Afrique, c'est les mandats présidentiels illimités à la tête de nos États avec des affres de malheur pour nos pays. Nous allons également revenir sur l'affaire du Pétrole Gate avec l'audience aujourd'hui même au tribunal de notre confrère Ferdinand Haïté et l'alternative. Et comme c'est mercredi, nous allons parler naturellement de santé et éducation. Eh bien, pour nous accompagner dans cette émission, les confrères Gadiel Tchonyadi de Santé et Éducation, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Canal FM. Merci. Abbas Issaka de Le Mania Libéré déjà à nos studios, bonjour. Bonjour Jalou, bonjour à tous les auditeurs du Canal FM. Merci. Notre personne ressource pour nous accompagner, pour nous éclairer sur la pandémie des suicides par pendaison, c'est Dr Ali Delfa. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Sass et bonjour à tous les auditrices et auditeurs. Merci. Notre invité Dr Ali Delfa, vous êtes psychologue clinicienne. Eh bien, vous allez nous aider à comprendre les causes de tous ces suicides-là et l'accompagnement que nous pourrions apporter à nos parents, à nos amis et voisins autour de nous. Mais Abbas, je saluais tantôt les policiers et gendarmes qui règlent la circulation sur le chantier Ebomaf Lomé-Palimé. Vous, depuis Zanguera, vous les voyez à l'œuvre le matin, à midi, le soir, le jour comme la nuit, dans la poussière, dans la boue. C'est pourquoi nous les saluons. Mais vous profitez de l'occasion également, dans votre coin du civisme, vous adressez, si je ne m'abuse, un carton rouge à ceux qui commettent l'imprudence ainsi que les excès de vitesse dans la circulation. Abbas? Oui, effectivement, quand vous voyez des gens rouler à toute allure en pleine circulation dans l'agglomération, ils vont à toute vitesse ou comme si eux autres, ils ont déjà acheté la mort ou bien vendu la mort, quoi. Donc, ils s'en foutent pas mal sur la circulation. Ils ne respectent aucun code de la route. Même s'il y a les feux rouges, souvent les feux tricolores ne sont pas respectés. Et souvent, ça cause des accidents très graves. Et par rapport à ça, même si quelqu'un veut engager et puis il s'est déjà engagé, l'autre qui est derrière, au lieu de au moins lui céder un peu le passage et faire le feu de détresse pour lui permettre de passer, il fonce sur la personne. Donc tout ceci-là nous a conduit à faire rappeler le fait que les accidents sont produits souvent par l'excès de vitesse et l'imprudence des conducteurs. Merci. Tous ceux qui commettent les imprudences sur la route, les excès de vitesse, ceux qui violent
les feux tricolores, mais on peut associer à cela également ceux qui surchargent leurs véhicules à moto ou bien les voitures, ceux qui sont coupables de surcharge, ceux qui ne vérifient pas bien l'état de pneus, l'état des freins, l'état de l'accélération de leur véhicule, ceux qui ne vérifient pas non plus le système d'éclairage. Tout cela aujourd'hui, nous les saluons confraternellement avec l'espoir que nous allons changer tous ces comportements-là pour minimiser un tant soit peu les risques d'accident sur la route. Cela nous conduit à la pensée du jour. C'est le sage qui nous apprend que le commencement de la sagesse, c'est d'appeler les choses par leur nom. Les candidats à la sagesse, commencez par appeler les choses par leur nom et vous serez admis dans la classe des sages. Gadiel Tchonyadji, rebonjour. Et ça, c'est le bonjour. Santé éducation, à 24 heures de la célébration de la journée mondiale contre les accidents vasculaires cérébraux, les fameux AVC, vous consacrez à ces pathologies pas moins de 2 pages avec entre autres un entretien que vous a accordé le professeur Mofou Bello qui est spécialiste de neurologie et de neurophysiologie au CHU Sylvanus Olympio à Lomé. Eh bien, que nous dit professeur Mofou Bello à la veille de la journée mondiale contre les AVC? Le spécialiste nous parle des AVC, il nous dit ce que c'est, quelles sont les causes, les facteurs à risque, et puis quelques conseils utiles dans cette interview du professeur Bello. Selon les statistiques, 5 secondes après chaque 5 secondes, il y a une personne qui fait un AVC quelque part dans le monde. Donc, c'est un mal qui est mondial, qui est récurrent, et au Togo, les facteurs à risque sont très là. 30% de Togolais sont hypertendus et 8% sont des diabétiques. Donc, c'est le groupe. Mais on peut dire que c'est l'un des groupes, ou bien quelques groupes qui sont à suivre par rapport aux AVC. Vous savez, les AVC, c'est quoi? On peut dire c'est une conséquence, une complication d'un certain nombre de pathologies, bien de maladies cardiovasculaires. Et puis, très souvent, il faut aussi y associer certaines conditions sociales, certaines conditions environnementales, ou bien comportementales, même qui peuvent conduire à faire un AVC. Donc, l'expert en a parlé largement. Mais, ce qui est important ici, c'est les signes, ou bien les symptômes. C'est quelque chose qui arrive brusquement. Brusquement, on perd le langage. Brusquement, on perd la vision. Brusquement, on est déséquilibré. On perd le fonctionnement d'une partie du corps. On perd le fonctionnement des membres inférieurs. Donc, c'est des choses qui arrivent brusquement. Et le spécialiste, le professeur Bello, dit, dans les 6 heures qui arrivent, il faut que la personne soit dans les mains des spécialistes pour des soins. Sinon, après les 6 heures, les cellules au niveau du cerveau vont commencer par mourir. Les accidents vasculaires cérébraux, les AVC qui déciment et parents et amis et collègues et voisins. Quels sont les signes? Vous allez lire cet article, cette interview du professeur Mofou Bello. Déjà, les prédispositions aux AVC, Gadiel, en paraphrasant, professeur Mofou Bello les a cités. C'est l'hypertension, le diabète, on peut y ajouter également l'obésité, la sédentarité, l'essai de sédentariser, le stress, ceux qui, parce qu'ils ont une moto, ils ont une voiture, ils ont l'ascenseur dans leurs immeubles, ils ne veulent pas avoir une seule goutte de sueur. Tout à fait. Attention, ceux-là sont des candidats naturels aux AVC. Mais l'alimentation également peut en être une cause, n'est-ce pas, Gadiel? L'alimentation peut en être une cause et en même temps une solution. Une des solutions pour les AVC. Justement, cela nous glisse à l'article qui est sur la page suivante. 16 aliments que vous nous recommandez pour prévenir éventuellement un AVC. Oui, ça, vous savez, c'est l'un des défis en matière de traitement ou bien de prévention des pathologies cardiovasculaires, c'est l'alimentation, la bonne alimentation. On ne cessera jamais d'en parler. Et très souvent, quand une personne est détectée diabétique ou bien hypertendu, ou bien une personne est détectée avoir un mal cardiaque,
il faut un changement de régime alimentaire. Et la plupart des patients de cette maladie n'y arrivent pas. C'est ce qui fait que on va vers des complications, on va vers la catastrophe. Donc c'est très important quand on est diabétique, quand on est hypertendu, quand on a un problème cardiovasculaire, de visiter un spécialiste et d'avoir un régime alimentaire spécifique qui accompagne le traitement que un médecin suit. Est-ce que vous voyez? Donc là, dans cet article, nous apportons un certain nombre de listes, au moins 6 aliments qui se trouvent chez nous. On n'a pas besoin d'en commander par Internet de l'étranger, non. C'est tout juste à côté de nous, dans nos marchés qu'on peut trouver. Même ça se trouve dans nos cuisines qu'on peut utiliser en mode prévention et pour accompagner le traitement. Ces aliments disponibles sur le sol togolais à bon prix, des aliments made in Togo pour nous aider à prévenir, pourquoi pas soigner les AVC. Nous terminons avec vous avec ces habitudes qui nuisent à la fertilité chez l'homme, cause de beaucoup de traumatismes dans les foyers. Oui, vous savez ça, l'infertilité de l'homme, vous savez, c'est dans beaucoup de communautés encore au Togo, c'est une affaire taboue. Quand dans un couple, l'enfant ne vient pas, tout tombe sur la femme. Mais plusieurs études nous prouvent aujourd'hui que quand dans un couple, l'enfant n'est pas là, cela peut être aussi la faute de l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme qui a un problème. Donc, l'infertilité au niveau de l'homme, ça existe. Ça existe et puis ça abonde aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent par rapport à cela. Et il faut que, si après analyse, le médecin déclare que la femme elle est normale, l'homme est normal, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, il y a certaines pratiques dans lesquelles nous les hommes nous plongeons qui peuvent conduire à cela. Et dans cet article, nous mettons un certain nombre d'habitudes, de mauvaises habitudes. On peut mettre l'adjectif comme ça, de mauvaises habitudes qui peuvent amener un homme normal à ne pas pouvoir féconder sa femme. Et très souvent, vous savez, il y a des gens, ils doivent laisser tomber l'alcool. Ils doivent laisser tomber l'alcool pour pouvoir faire un enfant à ou bien féconder leur femme. Ou bien il y en a qui doivent bien gérer le stress. Donc il y a un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'habitudes, un certain nombre de phénomènes qui peuvent arriver à l'homme et qui peuvent faire qu'il ne soit pas fécond. Merci. Ces mauvaises habitudes qui nuisent à la fertilité chez l'homme, c'est à lire dans Santé Éducation, tout comme d'autres articles intéressants qu'on ne pourra pas commenter malheureusement. L'hernie discale, comment éviter les chaussures à haut talon pour ceux, surtout celles qui souffriraient d'hernie discale. Dieu merci, depuis que nos grands frères ont abandonné la tête de nègre, nous les hommes, on ne porte plus les chaussures haut talon. Oui, là, c'est vrai. C'est les femmes. C'est les femmes aujourd'hui. Aucune intention de misogynie, mais il y a des femmes, vous les voyez, vous croyez qu'elles vous égalent à votre taille, mais dès qu'elles descendent de leur table, vous vous rendez compte qu'elles font à peine 1m60. Voilà. Donc si vous souffrez d'hernie discale, mesdames, les chaussures à haut talon vous sont déconseillées. Comme les femmes, je les aime beaucoup. Et quand vous tombez dans la période de ménopause, Santé Éducation vous recommande l'exercice physique pour doper le bien-être mental. Et nous sommes dans la campagne de distribution des moustiquaires. Eh bien, quand nous avons ces moustiquaires gratuitement, nous dormons gratuitement également sous moustiquaires. C'est le rappel de Santé Éducation. Gladiel, vous restez à nos côtés. Vous connaissez la formule. Quand les auditeurs voudront en savoir davantage sur le coup de midi, il faut que vous soyez là. Pendant que nous accueillons Bouraïma Tchaboré de Le Messager, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Vous nous avez manqué ces dernières semaines. Oui, c'est tout à fait normal. Les épreuves de la vie. Justement, c'est ça. Parfois, il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut l'accepter et puis continuer. Heureusement, en bon bassard, gros effort, vous arrivez toujours à bout. Aucun souci. Il faut avoir toujours de l'espoir. Et c'est sur ça qu'on se base pour se donner la vie. Et c'est l'espoir-là qui m'a fait revenir aujourd'hui pour que les auditeurs puissent m'écouter encore. Vous comprenez que le bassard qui danse dans le feu ne peut pas avoir peur de quelques péripéties de la vie. Merci beaucoup pour cette bonne humeur
que vous partagez avec nous. Maintenant, Dr Ali Delfa, rebonjour. Rebonjour, Monsieur Sass. Eh bien, suivez cette revue de presse. Le Magna Libéré écrit aujourd'hui, à la page 6, « Suicide, alerte maximale sur un phénomène qui prend de l'ampleur au Togo ». Et le Magna Libéré écrit que depuis quelque temps, notre société est ébranlée par un phénomène de suicide, notamment par pendaison, et dont la couche juvénile est plus souvent la victime. Autre journal, c'est Fraternité, qui écrit, lui, à la page, cette fois-ci à la page 7, qui dit ceci, « Série de suicides, l'autre visage du désespoir profond au Togo ». Et Fraternité aussi révèle que le phénomène de suicide est de plus en plus répétitif ces derniers temps, avec la jeunesse prise généralement pour cible. Autre journal qui s'y intéresse, c'est Forum de la semaine, qui écrit lui aussi à la page 5 que le suicide n'est pas la solution devant les épreuves de la vie. Et Forum de la semaine écrit que selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé en septembre 2019, le Togo, notre pays, occupe la triste place de 8e des pays africains où l'on se suicide le plus. Et Forum continue que l'année dernière, en 2019, 28 cas de suicide ont été signalés selon les données du ministère de la Protection civile. Et cette année, il y a déjà 5 cas de suicide qui ont été signalés dans l'intervalle d'un mois, dont le plus récent est celui d'un jeune homme qui s'est donné la mort parce que n'ayant pas réussi à l'examen du bac 2. Et nous terminons avec la lanterne qui se demande pourquoi toutes ces pendaisons qui se multiplient dans le pays. Eh bien, docteur, voilà, vous avez suivi cette coupure de presse. D'abord, petit commentaire sur les titres de journaux. Oui, j'ai suivi les coupures de presse. Pourquoi ces pendaisons? Avant d'en arriver là, je pense qu'il est important de nous poser des questions ou de poser des questions à vous, ici présents, et aux auditeurs et aux auditrices. Il faut qu'on se demande d'abord, c'est quoi nos ambitions? Je donne un exemple. Quand un enfant naît, quand un enfant vient au monde, son ambition, c'est de devenir un homme. Quand je dis un homme avec grand H. Un homme ou une femme. Et une vraie. Mais combien d'adultes ont cette ambition-là? Je dis ça parce que quand on dit devenir un homme, c'est pas être un menteur, vous m'excusez le terme, c'est pas être un fuyeur, c'est pas être un calomnieur, c'est pas mentir dans le compte de son prochain, ou c'est pas passer par certains gestes qui va nuire à l'autre alors qu'elles sont fausses. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commence à s'interroger sur ce plan-là d'abord. Parce que tout ceci peut conduire au suicide. Quelqu'un vient mentir dans votre compte ou quelqu'un vous oblige à mentir alors que la personne sait pertinemment que c'est du mensonge. Ou on vous fait un chantage, ou vous perdez votre boulot, ou on ne fait pas attention à vous, votre famille, votre épouse, votre mari, etc., etc. Donc il faut que c'est tout ça là qu'il faut vraiment s'interroger. À ce niveau-là, donc, si vous permettez, votre mari vous trompe ou bien c'est votre femme qui vous quitte? C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre parce que on en reçoit à l'hôpital, parce que vous allez voir quelqu'un ou une dame ou un homme qui veut mettre fin à sa vie parce qu'il a surpris sa femme dans certaines situations. Ou un enfant qui veut mettre fin à sa vie parce que ses parents lui refusent quelque chose. Ou quelqu'un aussi qui veut mettre fin à sa vie parce qu'il a perdu un boulot. Il y a plein de choses. Donc c'est pour répondre maintenant à votre question, je voudrais dire que la pendaison, pourquoi la pendaison? La pendaison, c'est parce que on est affaibli psychologiquement et physiquement. Et en plus de cet affaiblissement, on se dit qu'on n'a pas d'issue. C'est comme quand vous étiez dans les revues de presse tout de suite là, vous avez dit,
pour me rappeler, vous avez dit, ils ont fait le choix. Justement, ce n'est pas un choix, se suicider. Se suicider n'est pas un choix. C'est que quand on se suicide, ce n'est pas un choix. Quelqu'un va dire, ben, il a choisi de mourir, de se suicider. Non, il n'a pas choisi de se suicider. Docteur, c'est un non-choix, en fait. C'est ce que je veux dire. On peut dire que certains ont choisi parce qu'avant de se suicider, ils laissent des écrits. Donc, c'est en tout état de conscience qu'ils ont décidé et qu'ils ont encore la lucidité de mettre par écrit les raisons pour lesquelles ils ou elles ont choisi de se donner la mort. Justement, ce n'est pas en tout état de conscience. C'est ça. Je vous pose une question très simple. Vous pensez que vous et nous, si on dit conscience, ça veut dire que si nous sommes ici, c'est qu'on est doté de certaines facultés. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si on est doté de certaines facultés, vous pensez que tout de suite là, on va quitter, aller se suicider? Pour dire à ça, pour continuer dans ce sens, c'est pour dire que c'est comme quand on dit suicide, c'est les autres. Nous tous qui sommes ici, ceux qui nous écoutent, tout le monde, personne n'est épargné. Personne. Docteur, ces derniers temps, on apprend que d'abord, c'est beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons qui se suicident. Certains, c'est pour n'avoir pas réussi à l'examen, bac 1, bac 2, ou bien à l'université. D'autres, surtout les filles, c'est d'avoir découvert que leurs copains, leurs fiancés les auraient trahis avec une autre femme. Mais ce qui est inquiétant, comment est-ce qu'à l'âge de jeunesse, pendant qu'on est encore dans la fleur de l'âge, avec toute l'insouciance, que de jeunes filles, de jeunes garçons en arrivent à se suicider? Je venais de le dire tantôt. Ça peut arriver à n'importe qui. Jeunes, adultes, vieux, etc. Ça dépend de l'événement qui se passe et ça dépend de la force psychologique de la personne. Je vous donne un exemple, lequel peut être... on vient tout de suite où si je voudrais, quand je suis arrivée pour monter, par exemple, à la station ici, supposons que quelqu'un m'agresse. Je ne le souhaite pas. Supposons qu'on me bouscule ou quelque chose comme ça. Les gens ont leur manière de réagir. Hein. Quelqu'un, il va partir tranquille, comme s'il n'était pas interpellé. Mais quelqu'un, il va s'arrêter là et il va commencer par faire des problèmes. L'autre, quelqu'un, tout de suite, il vous bouscule en retour ou il vous gifle. Donc, c'est pour dire que tout dépend de la force psychologique de la personne. Merci. Alors, autour de nous, dans ce studio, sur le lieu de travail, à la maison, un peu partout, est-ce qu'il y a des signes qui pourraient nous alerter que notre voisin, notre parent est progressivement conduit vers ce désespoir? Oui, heureusement, il y a des signes, mais parfois il n'y a pas de signes. Par exemple, dans le revue de la presse, vous avez dit, un jeune homme qui n'a pas réussi au bac 2 s'est suicidé. Chez lui, on ne va pas le voir venir. Mais il y a d'autres, il y a des signes. Les signes, c'est par exemple quoi? Par exemple, un ami ou un proche qui a l'habitude de faire quelque chose, qui a l'habitude de travailler d'une manière aisée. Progressivement, il commence par venir en retard, il commence par ne plus s'intéresser à rien du tout, il s'habille mal, il a des propos suicidaires. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai reçu un couple qui me dit que ils ont une dalle. Il dit, j'étais sur une dalle avec ma femme qui me dit que je voudrais sauter dans l'air. Ça dit qu'elle voulait sauter de l'étage pour tomber par terre. Et son mari lui dit, je t'en prie, faut pas sauter. Les gens diront que c'est moi qui t'ai poussé. Les gens diront même que je l'ai vu en train de la pousser. Donc, c'est des idées suicidaires, en fait. C'est ce que je veux dire. Vous allez voir des gens qui ont des idées qui ne tiennent pas la route. Ils vont dire, je vais me jeter dans le vide ou je vais faire ceci, etc., etc. C'est des signes annonciateurs. Donc, le désintéressement, puisque je venais de le dire tantôt, c'est un affaiblissement psychologique et physique. Donc, la personne n'a plus la volonté de faire des choses. Il y a l'isolement, il y a la stigmatisation. Donc, quelqu'un qui est atteint d'une pathologie grave, incurable, etc. C'est des personnes qu'on peut voir venir.
Donc, je comprends, madame, que autour de nous, nous devons faire attention voilà. au comportement, aux propos que les parents, les voisins, les collègues détiennent autour de nous. Alors, dans ce sens-là, qu'est-ce que, tout en n'étant pas spécialiste, est-ce qu'il y a des attitudes, des comportements, ou bien une façon que nous devrions adopter pour prévenir de tels actes autour de nous? Pour prévenir, c'est très simple. Nous, Togolais, nous sommes bien éduqués, nous sommes bienveillants et nous sommes généreux. Surtout la solidarité. Le Togolais est solidaire, quoi qu'il arrive. Le Togolais reste solidaire. Alors, ce que je voudrais exhorter les uns et les autres, d'être solidaires. Je vous donne un exemple. Il y a un patient qui vient me rapporter, « Docteur, vous savez que j'ai eu des moments difficiles dans ma vie. » J'ai dit, « Ah bon? Et pourquoi ?» Il me raconte qu'un jour, il a rendu visite à un de ses voisins qui avait déjà fait une belle nourriture. Alors qu'en toute sincérité, le jour-là, il n'avait même pas un franc. Il n'avait rien mangé. Seulement, il a demandé de l'eau tout près, quelque part, pour boire. C'est tout ce qu'il avait dans le ventre. Et bon, en rendant visite, en tout cas, il a senti que c'était en train de faire, c'était la cuisine, quoi. Et du coup, jusqu'à ce qu'il sonne et il rentre, tout était déjà nickel, comme s'il n'y avait rien. Ça veut dire que parfois, vous pouvez rendre visite à un ami qui a déjà préparé, mais qui va cacher la nourriture. Alors que, tenez-vous bien que cette nourriture, il ne va pas la vider. Hein. Sûrement, ça va rester. Donc, c'est pour interpeller les uns et les autres, d'être des Togolais que nous sommes. Plus solidaires. Voilà, que je viens de dire. Nous sommes solidaires, mais c'est Front de la Semaine qui citait ce rapport de l'OMS 2019 qui établissait que le Togo est le 8e pays africain où on se suicide le plus. Oui, tout à fait, c'est possible. Hein? C'est possible. Parce que je ne sais pas s'il y a eu des études qui ont été menées jusqu'à en arriver à là. C'est possible. Donc, surtout avec cette histoire de Covid, ça fait que les gens ont peur des uns des autres. Donc, les visites sont réduites. Les gens vont venir, ils vont dire, dites-lui que je ne suis pas là, alors que la personne est là. Il va lui dire, dites-lui que je n'ai pas commencé encore à recevoir des visites, alors que la personne attend juste qu'on lui dise un seul mot pour qu'elle se réveille. Vous voyez un peu? Merci. Donc, ça fait que cette situation de Covid ne facilite pas vraiment les choses. Les lieux de culte aussi. Il y a des gens, il y a des églises où les gens vont se confesser. Je ne sais pas si ça existe toujours. Où les gens, ils vont se confesser. Ils vont pour se soulager. Donc, tout ça là, maintenant, c'est resté fermé. Donc, ça fait qu'il y a des gens, ils ne savent pas où aller parce que leur famille n'est pas sécurisante. Ils n'ont confiance à personne pour pouvoir s'exprimer. Ils n'ont pas non plus des moyens pour venir à nous, les psychologues. Merci, docteur. À propos de la mésaventure de cet homme-là qui sentait bien personne, que ça préparait dans la maison du voisin, mais le temps qu'on lui ouvre, tout est nickel. Ça arrive aussi. Et ne soyons pas hypocrites. C'est nous, les adultes, quand nous sentons qu'un ami, un parent vient chez nous, nous disons à nos enfants, si c'est le docteur Ali Def, dites-le que je ne suis pas là. Et sans le savoir également, nous en prenons à mentir à nos enfants. Je rappelle encore une fois la sagesse du jour qui dit que le commencement de la sagesse, c'est d'appeler les choses par leur nom. Sylvestre Béni, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est... Vous nous avez rejoint avec un léger retard. Justement. Mais je sentais que vous avez quelque chose à dire à madame. Soit question, bien commentaire. Non, je crois que s'il y a quelque chose à dire, c'est d'abord de féliciter Dr Ali, c'est ça, c'est bien ça. Ali Delfa. Voilà, un peu bizarre pour une femme dans notre pays. Pour toutes les explications. Mais je voudrais savoir quel sera le rôle des psychologues à jouer dans cette série donc de pendaisons. Et je profite même de l'occasion pour dire qu'en fait, en 2019, c'est 56 cas de pendaison. Et non 26. Et non 28. Parce que 28, c'est juste sur un semestre. Parce que j'avais travaillé sur ça en février. Il y avait sorti du moins un actu sur ça. Donc, sur toute la période, c'est 56 cas donc, de pendaison que nous avions eu. Et le Togo est bel et bien donc, le 8e pays donc, de l'Afrique. Alors, donc, Ali Delfa, la question de Sylvestre Béni. Vous, les psychologues, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour nous aider dans cette affaire?
Avant de répondre à la question, je voudrais rappeler que c'est comme je le disais, c'est vrai qu'on a écrit ça, mais peut-être que le phénomène existait depuis. Si on doit se rapprocher, par exemple, des services de gastro, des services d'ORL, sûrement qui vous diront qu'ils en recevaient. Parce que moi, je me rappelle, quand j'avais fait le stage de responsabilité en 2008 au CHU Campus, en service de gastro, on en recevait des cas de suicide, où les gens ils boivent soit de l'acide, soit des pesticides, ou soit des médicaments. Donc, on en recevait, mais je me dis que peut-être qu'on n'en parlait pas. Donc, c'est un phénomène qui existait depuis. Maintenant, pour revenir à la question, qu'est-ce que nous pouvons faire? Je vais dire beaucoup de choses. Là, on est en train de le faire déjà. C'est d'en parler. Donc là, on est en train d'en parler. Maintenant, quand on en parle, c'est de sensibiliser tout le monde. Les familles, bon, on ne peut pas toucher les familles, mais on peut toucher les leaders religieux. On peut toucher les responsables communautaires qui vont relayer l'information pour que chacun fasse attention à l'autre. C'est juste ça. Il y a des gens que si au moins on pouvait leur accorder 5 minutes, ils ne vont pas mourir. Est-ce que l'État, oui, Sylvestre, est-ce que l'État a également un rôle à jouer, du moins pour une campagne contre la pendaison? Bon, par exemple, des affiches. Les suicides en général. Voilà. Parce que justement, il y a d'autres cas aussi. Il y a un éditeur qui nous dit que les gens ne se suicident pas pendaison, mais il y en a également qui prennent des substances toxiques, excès d'alcool, excès de médicaments, que des gens se choisissent même, enfin, des gens se suicident même au volant, d'autres vont se noyer dans les eaux, d'autres carrément arrêtent les traitements des pathologies qui les conduit également à la mort. Maintenant, j'en viens à la question de Sylvestre, docteur. L'État, oui, mais il faut que... L'État, c'est qui? L'État, c'est nous. C'est vous, c'est nous tous. C'est vrai, par exemple, si on doit prendre la journée mondiale de santé mentale, ils ont dit investir dans la santé mentale. Donc, c'est ce que le gouvernement doit faire. Investir dans la santé mentale. Maintenant, en investissant, les spécialistes verront quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout puisse être dans l'ordre. Merci. Voilà. Un autre auditeur nous demande si la situation sociopolitique au Togo, en Afrique, apparemment sans issue, où les jeunes, c'est trouver la mort dans les contestations politiques, où ceux qui choisissent d'aller en Europe vont se noyer dans les océans. Est-ce que cette situation de l'Afrique, apparemment sans issue, ne conduirait pas les jeunes également à ces actes de désespoir? Docteur Ali Delpha? C'est comme je le disais tantôt, j'ai dit que personne n'est épargné. Le désespoir, il existe partout. Moi, j'ai fait la France. Et en France, je vous dis qu'il y a des gens qui ne mangent pas aussi. Il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des gens à qui on a retiré tout. Chez eux, quand vous allez voir les statistiques, l'année passée, ils sont à 10 000 morts par an. Plus 3 fois, ils ont bien dit 3 fois plus que les accidents de voiture. Et ceux qui se suicident le plus là-bas, c'est les hommes. Et c'est par arme à feu ou par pendaison là-bas. C'est les études qui l'ont dit. Donc, c'est pour vous dire que partout, c'est pas seulement au Togo, M. Sass, c'est partout où il y a du désespoir. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit avant, il faut un psychologique fort. C'est comme moi qui parle tout de suite. C'est possible que moi aussi j'ai des soucis, mais j'ai laissé ça de côté pour pouvoir avancer. Ça veut dire qu'il y a des gens sur lesquels je peux compter. Même s'ils ne vont pas financer quelque chose, ou même s'ils ne vont pas lever de leur poche me donner, ils ont une phrase qu'ils ont pu prononcer, qui a fait que j'ai tiqué, qui a fait que j'ai pu me relever. Merci. La solidarité de nos sociétés, la famille, les amis, les églises, les mosquées, les temples, les lieux de travail, un peu plus d'attention à l'autre, un peu plus de solidarité, de générosité, un simple clin d'œil à Bourema Tchaboré et nous nous porterons mieux, n'est-ce pas? Oui. Moi, je voudrais aborder un autre angle de l'aspect de la chose. Il y a le docteur qui vient de dire quelque chose de très important que je voudrais qu'on notifie. Et ce genre d'actes, je crois que ça existait depuis. C'est avec peut-être l'évolution de nos sociétés qu'aujourd'hui, qu'on le ressente
on le ressente aujourd'hui de façon directe. Maintenant, moi, je voudrais qu'on se pose une question. Et c'est là, je dis que cette question va nous permettre quand même de contribuer à être plus proche de ces gens, à être plus proche de nos amis, de nos frères et des Togolais. Est-ce que c'est la solution aujourd'hui? Moi, ça c'est la question fondamentale. Et je crois qu'il y a les confrères. Ici, beaucoup de confrères ont commencé déjà par faire une campagne de sensibilisation dans ce sens. Est-ce que c'est la solution, un acte de suicide? Je voudrais qu'ensemble ici, qu'on puisse en débattre avec madame le docteur qui est ici, qu'on puisse en débattre pour que les auditeurs puissent nous écouter, pour savoir quel est notre point de vue et se faire une idée là-dessus. Merci, docteur va vous répondre, mais déjà, la manchette nous apprend que Togolais, la pendaison n'est pas la solution. Mais ça, c'est l'avis du journaliste. Maintenant, docteur Ali Delfa. Justement, j'ai dit ça tantôt, que ce n'est pas le choix. Quand on se suicide, c'est parce qu'on n'a plus le choix. Je ne sais pas si... C'est comme si on ne se comprend pas. C'est-à-dire que quand on se suicide, là, c'est le non-choix. Merci. Parce que après la mort, on ne revient pas. Merci. Je crois que Dieu même doit désapprouver le suicide parce que, si je me trompe, corrigez-moi s'il vous plaît, mais je pense que l'Église catholique n'enterre pas ceux qui sont morts par suicide, à moins que je me trompe. Donc l'Église catholique ne fait pas les cérémonies dans son Église pour ceux qui sont morts de suicide. Soyons forts, FORTS, soyons ambitieux, disons-nous que nous avons toujours l'énergie en nous d'affronter tous les défis. Docteur Ali Delfa, on va terminer par là. Oui, tout à fait. C'est bien dit. Et je voudrais aussi rappeler, par exemple, les gens qui ont dans leur famille des parents qui se sont déjà suicidés sont aussi des personnes à risque. Donc, il faut que les gens aussi, l'attention vienne aussi de ce côté. Ça peut être les parents, les grands-parents. Un membre de la famille qui s'est suicidé, les personnes de cette famille-là sont des personnes à risque. Merci. À cet instant, je me rappelle une chanson de Francis Cabrel. Je suis très nul en chanson, mais je me rappelle quand même que Francis Cabrel disait un peu plus d'amour, un clin d'œil à l'un autour de nous. Si Michel peut nous chercher ça, Francis Cabrel, là où il a parlé de un peu plus d'amour, vous êtes mieux nanti que moi. Oui, Bassisaka. Je voulais ajouter que même dans certaines communautés, on n'a pas pitié de ceux-là qui se suicident. Parce que on te dit que c'est ta solution. La solution, c'est pas là. Parce que peut-être qu'il faut avoir... C'est le désespoir qui t'a conduit à ça. Mais il faut continuer par avoir un espoir. Dire que... pas parce qu'on a échoué au bac, que la prochaine année, on ne va plus avoir ce bac-là. On peut continuer. Les gens ont tenté par faire le bac. Ils ont fait plus de 4 fois avant d'avoir ce bac-là. Mais vous échouez une fois, 2 fois, et vous choisissez de vous suicider. La dernière fois, on nous apprenait la mort dans la Kébou d'un enseignant. Également, c'était le dimanche. Et lui aussi, il est parti sans motif. On ne connaît pas le mobile de son. Donc, tout cela, quand ça arrive dans cette communauté, c'est qu'on n'a pas pitié de ceux-là qui se suicident. Merci, merci. Comme je dis, Dieu même doit désapprouver les actes de suicide. Docteur Ali Delfa? Oui, un petit mot. Quand je montais tout de suite, quelqu'un m'a accroché. Il me dit, Madame, je suis sûre que vous êtes Madame Delfa. J'ai dit oui. Et il me posait la question à savoir, vous êtes sûre que les gens là, c'est eux-mêmes qui se suicident? Mais je ne l'ai pas répondu. J'ai dit, je ne sais pas. Des enquêtes de la police, de la gendarmerie, de la justice, pour nous situer dessus. Merci. Il y a certaines fois, oui, Abbas, en désespoir de cause, les gens s'adonnent à l'alcool. Ils vont jusqu'à perdre conscience avant d'aller commettre cet acte. Ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas être conscients avant de le faire. Donc, ils prennent des substances qui leur rendent inconscients et ils vont commettre cet acte-là. Donc, il faut que les gens arrêtent. Et que la solidarité. Encore une fois, décidément, l'excès de l'alcool est à condamner en toutes choses. Les drogues aussi. Dans la circulation, un peu, dans tout ça. C'est vrai maintenant qu'on en vienne à l'actualité. Pendant que nous sommes dans ce studio, le procès que le sieur Fabrice Adjakli a intenté au confrère L'Alternative devrait suivre son cours. En tout cas, nous avons les informations de l'audience avant d'entrer en studio. Je ne sais pas où on en est actuellement.
Là-dessus, Fraternité écrit ce matin, Petrol Gate, enfin le pot rose découvert. Et Fraternité écrit que le procès opposant Fabrice Adjakli à l'alternative reprend ce mercredi 28 octobre. Mais déjà, depuis lundi, a surgi un nouvel élément, à savoir la mission d'audit commanditée par le gouvernement par le biais du ministère en charge du commerce a rendu son rapport et Fraternité demande de rendre public l'intégralité du rapport d'audit. Autre journal, Sylvestre Denis, c'est vous qui écrivez à la page 2, Petrol Gate aussi, et vous écrivez que d'après des indiscrétions, le rapport de la commission d'audit aurait mentionné des pontes du régime qui seraient impliqués dans ce scandale financier. Vous écrivez que des têtes risquent de tomber et vous associez également la demande de rendre public le rapport. Oui, je crois que quand on parle de 400 à 500 milliards de francs CFA, c'est énorme. C'est énorme, c'est une somme faramineuse. Donc je crois que tout Togolais qui contribue d'une manière ou d'une autre à l'essor donc de ce pays, vous savez, nous tous nous sommes des contribuables. Donc à un moment donné, quand on parle donc de cette somme-là, c'est dire que nous devons demander donc à ceux à qui nous avons donné mandat d'agir à notre nom de rendre public tout ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, c'est vrai, nous avons quand même souhaité que l'État commande un rapport d'audit, on est du financier pour savoir en réalité ce qui s'est passé. Maintenant que le rapport est là, je crois qu'il est donc de la notoriété, ou il est donc du ressort. C'est une obligation pour l'État donc de rendre public ce rapport-là pour qu'on soit situé. Et déjà, nous avons du moins quelques brides d'informations où on voit peut-être quelques documents sur les réseaux sociaux signés, des documents attestés, vérifiés, avec des commandes de champagne à 13 millions de francs CFA, où il y a des noms donc des ministres, des ministres qui ont ordonné donc ce décaissement et tout ça. Donc je me dis qu'à un moment donné, ce sujet-là est épineux, c'est sérieux. Donc l'État doit rendre public ce rapport. Et s'il le faut, et j'ai fait un rapprochement avec ce que le chef de l'État togolais a dit le 26 avril 2012, quand il disait que c'est un petit homme qui accapare donc les richesses nationales au détriment donc de la grande majorité. Aujourd'hui, si c'est eux donc la minorité, il faudrait quand même qu'on puisse sanctionner. Et à lui, et ça permettra également au chef de l'État de prouver sa bonne foi, que maintenant au Togo c'est corruption zéro. Merci. Déjà hier, le confrère L'Alternative dans sa parution publiait quelques documents dans cette affaire, et c'est là qu'on apprend que des ministres et certains membres du fameux comité touchaient des jetons de présence à 1,4 million jusqu'à 2 millions pour une séance de travail, avec du champagne commandé à prix d'or, un ensemble d'éléments qu'on gagnerait si on rendait public vraiment le rapport, pour que qui de droit s'en imprègne, le rapport même qui recommanderait que certaines personnes comme les Adjakli, père et fils, même l'ancien président, le coordonnateur du comité, le rapport recommanderait qu'il soit arrêté et mis à la disposition de la justice. Mais ça c'est une autre paire de manches. Là-dessus, Liberté aussi revient, qui écrit commande de produits pétroliers et prodigalité du secteur du pétrole. Faure Gnassingbé et ses députés attendus. Et pour Liberté, il est impératif d'abroger un décret suicidaire à l'économie togolaise, le fameux décret qui institue ce comité. La dépêche également revient sur le phénomène écrit au Togo, une gouvernance jouissive au détriment des besoins essentiels des Togolais. Et la dépêche se demande, et si Faure Gnassingbé était le seul obstacle à la lutte contre la corruption au Togo? La dépêche évoque en temps ce mouvement qui annonce une éventuelle réforme de la HAPLUSIA, l'instance en charge de la lutte contre la corruption au Togo. Eh bien, selon cette indiscussion, ce sont des pans du rapport, mais souhaitons que le gouvernement, par le biais du ministère du Commerce, rende public
la commission, ou de toute façon, l'instance qui a commandité la commission a le rapport. On verra bien la suite qui lui sera donnée. Bouraïma ? Oui, moi, je n'ai pas tellement abordé ce dossier, mais ce qui m'a plu dans ce dossier, c'est le fait qu'il y ait un document ou bien qu'il y ait le dossier qui soit mis à la place publique aujourd'hui. Parce que c'est un domaine, le secteur pétrolier, c'est un domaine très sensible. Et franchement, il faut le dire, nous tous, Togolais, nous en consommons. Et nous avons toujours crié ici que le prix du pétrole ou bien le prix de l'essence était très cher. On en appelait à la clémence du gouvernement pour faire quelque chose pour diminuer ce prix. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le dossier est là. Ça va quand même permettre, ça c'est le point positif, ça va permettre quand même aux autorités de se pencher sur la question et de prendre un nouvel élan par rapport à l'avenir. Moi, c'est ce qui m'intéresse et c'est le côté, moi, qui m'a beaucoup plu par rapport à ce dossier du confrère Ferdinand Haïté. Eh bien, si la dépêche disait tantôt, je reprends ce titre à la page 3 de la dépêche qui écrit « Une gouvernance jouissive au détriment des besoins essentiels des Togolais ». Par contre, quand je viens à la page 3 de Le Messager, Bouraïma, vous écrivez plutôt l'ambitieuse offre politique de Faure Gnassingbé. Là, vous relevez dans cet article que pour Faure Gnassingbé, la paix est une condition essentielle pour le développement. Il veut aller à une meilleure gouvernance beaucoup plus concertée, la création de richesses, le partage de prospérité, un accès facile de tous les Togolais au marché et au commerce, des services sociaux de base et de qualité pour tous. Plus aucun Togolais ne devrait continuer à être vulnérable. La santé qui n'a pas de prix, l'éducation sans de développement, ce sont là un chapelet de bonnes intentions qui résiste un peu difficilement devant la réalité. Oui, vous l'avez dit, ça, je crois que c'est un chapelet de bonnes intentions et nous l'avons également relevé. Ce sont des intentions, c'est les idées que les autorités se font pour pouvoir rendre plus facile la vie en communauté, rendre plus facile la vie de tous les Togolais. Maintenant, dans les faits, est-ce que ça va être réalisé? C'est ça le problème. Mais il ne faut pas qu'on se leurre. Il faut que les Togolais également se mettent en idée que même si un gouvernement présente un projet de société, il ne faut pas s'attendre à ce que tout ce que le gouvernement a eu à étaler dans ce projet de société puisse être réalisé. Toujours est-il que nous prions que la majorité de ce qui a été relevé puisse être fait pour que les Togolais puissent avoir le minimum. C'est ça l'essentiel. Ça, c'est politique. Et comme vous voulez, c'est politique, c'est tout à fait normal. C'est un chef de l'État et il avait l'ambition pour le faire. Mais s'il ne le fait pas, on ne va pas quand même l'inclure. Mais l'essentiel, c'est de faire en sorte que le maximum de ce qui a été relevé là-bas puisse être fait. Et c'est ce que nous souhaitons. Les ambitions de Faure Gnassingbé, mais les réalités avec cette affaire de Petrol Gate, sur lequel il est attendu, pas seulement le chef de l'État, mais également l'Assemblée nationale. Et vous savez que les députés sont en séminaire depuis 3 jours. Et c'est le confrère de Togo Matin qui le rappelle que les députés sont formés sur le contrôle parlementaire, notamment sur le module, le contrôle parlementaire comme outil de la gouvernance démocratique. C'est pour dire à Abbas Issaka que est le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement, ou Mme Tchegan et ses camarades députés, on les attend maintenant au carrefour de toute la transparence dans l'affaire du Petrol Gate. Effectivement, on les attend dans toute la... Puis on nous a dit que cette fois-ci, on veut gouverner autrement. Donc gouverner autrement, c'est faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de cette corruption-là dans notre vie, dans notre société. Cette affaire de Petrol Gate, c'est une affaire très sensible. Et lorsqu'on dit on a commandité une enquête ou bien un rapport, et que le rapport est sorti, il faut le rendre public. Et en marge de ce procès, je pense que même le procureur de la République ou au niveau de la justice, les gens vont se saisir de ce rapport et faire un bon procès. Parce qu'on ne peut pas permettre aux gens de jouir, comme le dit la dépêche là, de jouir des biens de la nation au détriment des autres. Puisque le chef de l'État a dit qu'il y a une minorité qui est en train de s'accaparer des biens, il faudrait qu'aujourd'hui, on sache, à partir de ce Petrol Gate, qu'on sache ceux-là qui sont effectivement, qui s'accaparent. Une minorité.
cette minorité-là, qu'on la connaisse, qui s'accapare des biens de l'État au détriment des gens. Et c'est ça même qui conduit les autres à aller se suicider parce qu'ils ne trouvent pas à manger, ils n'ont pas de moyens. Donc ce problème-là... On disait tantôt que le rapport n'est pas nécessairement établi. Le rapport est établi là parce que les gens ont fait. C'est ça. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a l'habitude de le dire, le vrai opposant de Faure Gnassingbé, c'est la faim. La faim, le chômage. Et le chômage. Donc si aujourd'hui, il y a des gens qui ont commis des actes et que la commission anticorruption est là, elle ne dit rien, et au niveau de la justice, on est en train de faire des choses, il faudrait que ça soit clair pour tout le monde et que les gens sachent qu'aujourd'hui, quand on veut gouverner autrement, il faut qu'on sache de paradigme. Merci. Attendant de voir quelle suite le gouvernement et pourquoi pas les députés également vont réserver cette affaire de pétrole gate. Mais gouverner autrement, cela passe également, Sylvestre Béni, par arrêter ce que vous appelez la pagaille au service de nationalité, où nous apprenons que depuis quelques jours, une seule machine serait en panne et des Togolais ne peuvent plus se faire délivrer le certificat de nationalité togolaise. Oui, ça, je crois que le mot utilisé, ça s'y est, quoi, parce que c'est une pagaille organisée, une pagaille institutionnalisée. En février, j'étais là juste pour effiner un peu et j'apprenais que nous étions en février, mais il y avait déjà des dossiers d'octobre, c'est-à-dire de l'année précédente, qui étaient encore en cours. Et aujourd'hui, vous avez vu les images il y a quelques jours. Et ça dénote que les nouveaux bacheliers ont quand même besoin de ce papier-là pour leur inscription pour déposer des études supérieures. Oui. Et généralement, je crois qu'à ces genres d'occasions, on devait anticiper, organiser des audiences foraines, ne serait-ce que pour satisfaire tout le monde. Mais lorsque vous voyez des images, et ça traîne, c'est depuis des années. Et à un moment donné, moi je suis d'ailleurs pour ceux qui veulent quand même que ce papier de nationalité soit totalement et purement supprimé. Pourquoi je le dis? Étant né d'un père et d'une mère, ou de l'un des deux qui sont togolais, vous n'avez plus besoin donc d'avoir un papier pour vous dire que vous êtes togolais. Vous n'avez plus besoin d'un papier pour vous dire que vous êtes togolais. Donc, il faudrait que, et si nécessairement l'État tient, du moins, à délivrer ce papier, parce qu'il y a également les 5 000 francs là à recevoir, ça peut d'une manière ou d'une autre contribuer, et du moins à l'économie nationale. Si l'État tient à délivrer ce papier, mais qu'on le fasse déjà à la naissance. Parce qu'on sait que dès l'enfantement, il y a l'acte de naissance, il y a des papiers pour avoir l'acte de naissance, et on peut également délivrer ce papier-là à la naissance. Mais merci, vous voyez ces jeunes-là qui traînent. La manchette à la page 2, service de la nationalité, nécessité d'arrêter la pagaille de l'État. Moi, je me rappelle que moi-même, c'est après l'obtention du bac que je m'étais fait établir certificat de nationalité avant de m'inscrire à l'université. Et on peut s'imaginer qu'il y a des dizaines de milliers de Togolais dans ce cas-là. Vivement qu'une solution soit trouvée. Et même les concours. Et qu'on répare la machine, ou bien qu'on en achète d'autres, qu'on satisfasse les Togolais. Tu permets. Moi, je pense que le confrère vient de dire quelque chose tout à l'heure. Peut-être, je ne suis pas peut-être d'accord avec lui. C'est votre droit. Oui, non, tout à fait normal. Le fait peut-être de dire de suspendre ou bien de supprimer. Totalement. Parce que n'oubliez pas qu'il y a certains qui renoncent à la nationalité togolaise. Il y en a qui acceptent volontiers, qui ne veulent pas. Donc c'est bien. Maintenant, le problème c'est qu'il faut interpeller les autorités qui se chargent de la chose. Qu'est-ce qui est arrivé à ce qu'on en arrive là? On est attendu au moment où on a donné les résultats du bac, où on sait que les étudiants ont besoin de ce document pour pouvoir formuler leur dossier, qu'on dise qu'il n'y a pas de machine. C'est la question qu'il faut se poser. Et à ce niveau-là, il y a quand même un paradoxe. Il y a quelques semaines, nous nous réjouissions du fait que la directrice du service de la nationalité venait d'être nommée au comité des droits de l'homme des Nations Unies. Justement. Et donc c'est pour aller défendre les droits de l'homme au niveau mondial. Et voilà Madame Koboyo qui n'arrive pas à délivrer ce certificat de nationalité. C'est là où ce n'est pas bien. Là, il y a violation des droits de l'homme. Là-bas qu'il faut quand même s'interroger. Il y a déjà la torture morale qu'on inflige aux gens. Parce que c'est là où ce n'est pas bien. Il y a les élèves qui ont eu leur bac et dans 2 semaines, certains vont commencer les concours d'entrée dans des écoles. Oui. Et pour aller à ces concours, on demande le certificat de nationalité.
Voilà les hommes vont rater le corps. On va demander à Mme Koboyo Pacha, avant d'aller promouvoir les droits de l'homme aux Nations Unies, qu'elle règle d'abord les droits de ses compatriotes qui veulent se faire délivrer. On ne peut pas comprendre pourquoi au service des nationalités, on dit qu'il y a manque de papier et la machine aussi tombe en panne, alors que les frais que ce service-là fait tous les jours, parce qu'il faut voir le nombre de personnes, de Togolais qui sollicitent la nationalité. Merci, 5 000 francs par qu'on évolue. C'est un sujet sur lequel on doit quand même revenir, parce que c'est récurrent. C'est quand même important qu'on ne termine pas cette pandémie de mandat illimité à la tête de nos États en Afrique. C'est l'actualité, malheureusement. N'attendons pas toujours que le feu brûle davantage pour en parler. Revue de presse avec la dépêche qui écrit à la page 7. Les 3e et 4e mandats en Afrique sont plus meurtriers que les coups d'État militaires. Et la dépêche parle de ces présidents Messi qui pourrissent la vie à leur peuple. Autre journal, c'est le Libéral qui titre à la page 3 « Élections en Afrique, une tragédie sur le continent ». Autre journal encore, c'est la Lanterne à la page 3 qui écrit pandémie du 3e, voire du 4e mandat des chefs d'État en Afrique, la démocratie définitivement enterrée. Et Liberté, paraphrasant le doyen Godwin Tété, écrit que la plus coriace des dictatures finit toujours par s'écrouler elle aussi. Vous avez chacun 1 minute pour commenter ces articles. Bourema Tchabouré? Non, qu'est-ce que je peux dire? C'est le constat, il est là à travers de nombreux pays, par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui en découle lorsque les gens acceptent de façon volontiers d'aller à l'encontre des constitutions, et nous sommes en train de voir dans plusieurs pays ce qui se passe. Moi, je pense que le problème est plus profond. La plupart du temps, lorsque nous en arrivons là, on interpelle les anciens métropoles, ceux qui nous ont colonisés, parce que c'est sur eux. On se base, on leur fait appel pour nous aider. Mais nous constatons également que ceux-là aussi croisent les bras et puis ils nous regardent. Est-ce qu'il n'y a pas une complicité à quelque part, à un niveau donné? La question se pose. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir diagnostiquer le problème de façon profonde. Qu'est-ce qui est à la base de ce qui se passe aujourd'hui dans ce que nous sommes en train de dire par rapport au 3e, au 4e et ainsi de suite, au mandat illimité? Qu'est-ce qui est à la base? Plutôt Abbas Issaka? Ce qui est à la base, c'est un goût immondé de conservation, de conserver le pouvoir, parce que quand vous prenez ce qui se passe actuellement en Guinée et en Côte d'Ivoire, vous voyez des chefs d'État qui ont déjà dépassé l'âge, parce qu'on n'a pas limité. Quelqu'un qui a 85 ans... Non, 82 pour Alpha Condé, 70 ou 79 pour Ouattara. Ils veulent continuer par diriger le pays. Parce que quand vous les prenez, vous voyez ce qui s'est passé en Algérie avec un président qui Bouteflika, qui est dans le fauteuil roulant et dit qu'il dirige le pays. Il veut aller à plusieurs reprises. Ce n'est pas ce qui se passe dans la tête des gens. Mais il faudrait qu'en Afrique, on puisse, surtout en Afrique francophone, on puisse se ressaisir par rapport à cette situation, parce que c'est rare dans les pays anglophones, mais en Afrique francophone, on a l'habitude de retrouver ce genre de situation. Si on peut au moins un jour se démarquer un peu de la colonisation française, de ceux-là qui nous, les gens, comme les gens le disent, qui nous causent des problèmes à ce niveau, et qu'on puisse s'assumer comme on le fait dans les pays anglophones, je pense qu'on pourrait trouver une solution à ce problème-là. Merci Sylvestre Béni. Moi, je crois que c'est Pascal Lissouba qui disait qu'on n'organise pas une élection pour la paix. Et cette phrase a été reprise par Omar Bongo Ondiba. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez, les années passent, les jours se succèdent, mais vous verrez que ça devient la norme. Les chefs d'État qui veulent conserver le pouvoir, ils organisent un simulacre d'élection et ils passent. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à dire qu'en Afrique, il n'y a plus d'élection. Il n'y a qu'un formalisme quinquennal
c'est-à-dire à chaque 5 ans, on fait un formalisme d'élection, un séminaire d'élection, et puis celui qui est là, il dit qu'il a gagné. Bon, il sort, il muscle, il sort les armes, il sort l'armée, et puis bon, au bout de quelques moments, on se tait, et puis 5 ans après, on revient pour le même formalisme. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'élection parce que même avant d'aller aux élections, ces présidents-là, ils savent déjà qu'ils vont passer. La preuve, vous voyez au niveau donc de la Côte d'Ivoire, j'écoutais il y a quelques jours Alassane Ouattara qui pense déjà à former son gouvernement, et donc ça veut dire que lui c'est un formalisme, il sait que ce qu'ils vont faire bientôt il va passer, donc lui il anticipe, il pense déjà et il dit même que je l'ai écouté, il dit que en 2025, vous voyez, il parle déjà de 2025, il dit en 2025 c'est difficile que je sois candidat, mais c'est pas impossible. Merci. On va terminer au Togo avec un petit remous politique. Il y a quelques jours, Jean Kissi, secrétaire général du CAR, faisait une sortie. Et là-dessus, Togo Matin écrit aujourd'hui, crise politique au Togo. Jean Kissi est-il encore nostalgique des périodes chaudes? Le journal se demande si le secrétaire général du CAR, que le secrétaire général du CAR donne l'impression de vouloir rapidement reprendre les hostilités politiques, et soit dit en passant. Toujours sur le Togo, la manchette écrit de l'usure d'une résistance, Agboyome Kodjo se doit de se réinventer. L'article dit que esselé, lâché par ses pairs de l'opposition et ses rats soutiens, Agboyome Kodjo doit changer de fusil d'épaule, car des échéances électorales à venir pourrait plus le révéler que ce qu'il fait actuellement. Autre article toujours de la manchette à la page 5. Crépuscule des atouts falsifiés. Exit l'UFC, uni lorgne l'ANC. L'article dit que diviser pour mieux régner, c'est la tactique au pouvoir. Et après avoir transformé l'UFC en quelque chose de sans nom, unir met à présent le cap sur l'ANC. Et cette ANC tombée au plus profond de l'humiliation, mais qui continue de se battre pour exister. Et l'article se demande si Jean-Pierre Fabre et l'ANC vont-ils mordre à l'hameçon uniriste. Et on va terminer avec cet autre article de toujours la manchette. Action pour le gouvernement. Claude Améganvi se désole et change l'orientation de sa lutte. C'est une interview sur 2 pages que vous allez découvrir dans les colonnes de la manchette. D'ici là, nous marquons une pause et après un clin d'œil à nos partenaires, nous renouons avec vous. Eh bien, nous revenons avec vous sur les 2 numéros, le 22, 21, 33, 74 et le 22, 20, 19, 68. Merci de vous intéresser à tous les sujets que nous avons débattus aujourd'hui. Bonjour, l'ami en ligne. Allô, bonjour, monsieur Saff. Bonjour, monsieur Harris. C'est monsieur Harris. Oui, nous vous écoutons. Je voudrais intervenir sur mes compatriotes qui se suicident, qui se donnent la mort. Monsieur Saff, je crois que qu'est-ce qui peut expliquer ce qui se passe aujourd'hui? Avant, quand on suivait les informations, c'est chez les Occidentaux qu'on voit ce genre de choses, monsieur Saff. Aujourd'hui, l'Afrique est rentrée dans la danse, en l'occurrence mon pays, le Togo. Mais aujourd'hui, moi, je crois que vous devez inviter les psychologues. Monsieur Harris, nous avons justement une psychologue avec nous depuis le début de l'émission. Ah, ok, je ne vous ai pas suivi dès le début. Merci beaucoup. Donc, je crois que tous ceux qui se donnent à ces genres de choses n'auront pas le paradis, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Tout le monde qui va arracher la vie, je crois qu'il n'aura pas le paradis, quel que soit son niveau de croyance. Et devant les difficultés, je crois que ce n'est pas la solution. Travaillons dur pour y arriver. Merci, monsieur Harris. Quelqu'un me dira que la vie est chère, mais je crois qu'il y a les mendiants aux États-Unis, en France aussi. Merci beaucoup, monsieur Harris. Trouvez le temps de réécouter cette émission le soir à 21h. À 21h, vous allez réécouter l'émission dans son intégralité. L'auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, oui, monsieur Sass. Oui, papa Sordine. Oui, le cas de suicide là, c'est que la vie est difficile au Togo. Je vais donner mon cas personnel.
En fait, j'étais malade. Je suis parti à l'hôpital Sylvanus Olympio. On m'a dit de passer la radio. J'ai passé la radio et j'ai donné ça au médecin qui m'a envoyé là-bas. Vous savez, on me donne au bout de 2 mois, ça dit le 12 novembre, que c'est à ce jour-là que le docteur va me voir. Donc, on me a dit la fois passée de ne pas prendre les médicaments de rue, que ça nous tue. Encore, les médicaments de la pharmacie, ça ne tue pas, monsieur Sass. Ça tue aussi. Il y a des cas de cola. Si vous prenez ça, il faut prendre le cas de NSODD. C'est la série qui l'a tué. Donc, on me dit de venir le 12 novembre. Et si, jusqu'à ce jour-là, si je ne trouve pas de ou bien, si je dois mourir. Non, vous ne mourrez pas. Là, vous ne mourrez pas, professeur Djiné. Je sais que je ne vais pas mourir. Oui. J'ai dépassé plus de 60 ans. Et maintenant, on me dit de prendre les médicaments de rue. De prendre les médicaments de la pharmacie. Comme ça, c'est trop cher. Merci. Ouais, merci. Je prenais ma maladie de 50 francs. Je suis soulagé. Et maintenant, on me prescrit une maladie de médicaments de 3600. Papa Sodjine qui pose un ensemble de préoccupations que le ministère de la Santé devrait régler. Mais il semblerait qu'il ne soit pas suicidé et il tiendra jusqu'à son rendez-vous du 12 novembre. Il continuera à nous suivre jusqu'en 2040 s'il le faut. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour Sass. Oui, c'est monsieur? Bonjour les invités, Barnabas. Barnabas? Oui. Ok. Je voudrais dire tout d'abord félicitations à Ferdinand Haïté et d'ailleurs à tous les journalistes. Chacun fait sa part. Si vous voulez réinviter ce fameux avocat qui gesticulait sur tous les médias et qui nous bombarde avec tout et de rien. S'il vous plaît, cher ami, chaque chose en son temps. Et vous savez que la courtoisie est une règle d'or. Aujourd'hui, nous partageons avec vous les derniers éléments de l'affaire. S'il y en a d'autres demain ou bien les jours à venir, on le fera. Si vous souhaitez que l'avocat de Fabrice Adjakli revienne ici, nous allons le contacter. Mais la meilleure façon de l'inviter, c'est qu'on parle de façon polie. Comme ça, il acceptera de venir nous éclairer. Merci. Je vous en prie. Invitez-le, nous voulons le réécouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'auditeur suivant. Alors, bonjour. Bonjour. Joshua. Ok, allez-y. Oui. Et moi, j'aimerais réagir concernant les morts par pendaison. D'abord, il faut se demander à qui profite le crime. Parce que pour les gens qui ne l'ont jamais su, je vais leur demander de chercher le livre Le témoignage du pasteur Jonas sur Google et ils vont aller partie 13 pour comprendre ce qui se passe dans ce pays. Parce que empêcher les gens d'entendre la parole de vie, c'est d'ouvrir directement la porte aux démons de l'enfer. Et nous sommes à la fin de l'année aussi, les gens s'en servent aussi pour faire leur petit sacrifice aussi. Donc, c'est de savoir, ça profite à qui au juste. Merci beaucoup. Je vous en prie, Joshua. Le suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Faf. Oui, c'est monsieur? Monsieur Brice. Brice? Oui. Ok, nous vous écoutons. Je voulais réagir par rapport à la nationalité. Mm-hmm. Je voudrais que le ministère de l'Éducation crée un chapitre parlant des actes d'état civil, de la naissance jusqu'au passeport. Et que la famille Adjakli donne les 500 milliards pour que dans chaque préfecture, qu'il y ait un service qui s'en charge de la nationalité et du duplicata. Ok, no comment. Sauf qu'il faut rappeler quand même qu'aux parents qu'il ne faut pas toujours attendre que l'enfant ait son bac avant de courir, aller lui faire étaler le certificat. Oui, l'auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. C'est monsieur Godson. Oui. Ok, allez-y. Je voudrais intervenir sur la question de la pendaison. Mm-hmm. Il y a un frère actuellement à côté de moi, j'ai parlé fatigué, qui veut se suicider. Ah, il vous le dit? Donc, j'ai besoin de votre aide pour m'aider pour qu'il retrouve sa vie. Ok. Si vous pouvez donner vos coordonnées aux techniciens, je peux vous mettre en contact avec la psychologue. Allô? Oui. D'accord. Ok. Donc, merci de laisser vos coordonnées aux techniciens et je vous mettrai en contact avec le docteur Ali Delfa.
Ok, en entendant le suivant, bonjour. Bonjour, c'est ça. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Kossi de Sagbado. Pardon? Kossi de Sagbado. Kossi de Sagbado. Oui. Ok, allez-y. Je viens remonter par rapport au troisième mandat de M. Bouta. Monsieur Sass, quand j'écoutais M. Alassane Ouattara sur RFI l'autre fois, les mots me manquaient pour qualifier ce monsieur-là. Ce monsieur que nous croyons être un exemple, un modèle pour le chef d'État, ce grand monsieur qui parle avec complaisance comme si le troisième mandat ou le quatrième mandat était un truc qui va arranger notre Afrique. Vivement que nos présidents prennent la responsabilité, bien prennent le courage de laisser le pouvoir après 2 mandats. Sinon, l'Afrique va tout droit vers encore le coup d'État. Merci, je vous remercie. Je vous en prie, juste vous rappeler le titre de l'article, la dépêche qui écrit que les 3e et 4e mandats sont plus meurtriers que les coups d'État militaires. Et l'article parle également de ces présidents qui se présentent comme des messies qui pourrissent la vie à leur peuple. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour, Sos. Oui. C'est M. Colani depuis Agouin. Oui, nous vous écoutons. Je salue tout le monde sur le plateau. Vous avez dit le pensée du jour. Hein? Oui. Le début de la sagesse, c'est de dire ce qu'on a vu réellement. Non, le commencement de la sagesse, c'est appeler les choses par leur nom. Ça veut dire, c'est ce qu'on a vu, appeler les choses par leur nom, c'est l'exactitude. C'est le début c'est une réalité que les gens n'ont qu'à mettre ça en pratique. Et puis, pour finir, ça, le 4e ou le 3e mandat des chefs d'État, là, vous pensez que si ce pouvoir-là que vous avez donné, ou bien le pensée du jour, là, ça ne vient pas là, les gens ne vont pas se suicider. Quand on parle de suicide, la majorité de ceux qui se suicident, ce ne sont pas les musulmans. Eux, on les a inculqués dans la tête qu'il ne faut pas se suicider. Donc un vrai musulman ne se suicide pas. Maintenant, nous qui sommes les gens de la nature, là, traditionnalistes, on te dit le blanc, c'est le blanc. Le rouge, c'est le rouge. Nous connaissons la nature. Et maintenant, quelqu'un en face de toi change le rouge, il dit qu'il faut l'appeler blanc. Vous pensez que vous n'allez pas vous suicider? Non seulement le suicide, ce n'est pas d'aller prendre les produits, bien se prendre. Hein. Les soucis là, hein, surtout nous qui avons mis pied à l'école, quand on voit le comportement de nos aînés et qui change les choses, qui va se suicider? Hein? L'AVC ou bien comme gardien, l'autre là, celui de la santé là, n'a qu'à nous dire la vérité. Des fois, les soucis, quand tu vois ça, tu dis, mais où est le futur maintenant? Où est le futur? Merci pour votre chaîne, hein, pour tout ce que vous faites pour le peuple togolais. Merci, M. Kolani. Je sais que vous n'allez pas vous suicider, que vous nous suivrez tous les jours. Nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, ça. Oui, c'est monsieur Patrick. Patrick. Oui. Ok, nous vous écoutons. D'accord. J'aimerais déterminer vraiment concernant l'affaire de Petrogate là. Ça, tu sais, en tout cas, comme vous, je laisse la justice faire son travail, mais je déplore le comportement de l'avocat de la famille d'Agakli. Chaque fois qu'on invite, il est même invité une fois sur votre radio là, le monsieur, il parle avec une arrogance qu'on ne comprend pas. Mais si le journaliste a écrit quelque chose, c'est parce qu'il a compris quelque chose. Pourquoi il n'a pas dit que ça? Mon cher ami, vous avez dit le procès se déroule aujourd'hui même. Eh bien, ayons confiance aux juges qui diront la vérité, qui seront sages pour dire les choses par leur nom et constituent les responsabilités dans cette affaire. Bon, d'accord. Ça, c'est le deuxième point là. Vous avez déjà dit ça aussi pour l'affaire des suicides là. Franchement, il va falloir que la police criminelle fasse un constat ou bien des enquêtes approfondies pour définir les choses, parce que je ne pense pas qu'à 99% que ça provient des intéressés même. Peut-être qu'il y a des litiges et les gens profitent pour commettre des forfaits, et c'est pour dire que la personne s'est pendue. C'est pas non, parce que le Togolais, tel qu'on connaît le Togolais, il est difficile un Togolais d'aller se suicider. Franchement, il va falloir faire des enquêtes. Merci. Aujourd'hui, vous avez diversifié vos interventions. Presque tous les sujets ont été abordés. Mais la panne d'or revient au suicide de Dr Ali Delfa. 1 minute pour ramasser toutes les interventions des auditeurs et auditrices.
Merci, M. Sass, et merci à tous les auditrices et auditeurs. Merci au personnel de Canal FM et bon vent à vous. Pour revenir en bref, c'est pour interpeller tout le monde. C'est l'accumulation des soucis, des problèmes qui amènent tout ce qu'on vient de dire là. N'attendez pas que les problèmes s'accumulent, s'il vous plaît. Eh bien, n'attendons pas que les problèmes arrivent trop tard. Encore un coup d'œil aux voisins. Cette chanson de Francis Cabrel, je ne sais pas si on a le temps de l'écouter aujourd'hui, mais vous recherchez la chanson de Francis Cabrel, un petit coup d'œil, un peu plus d'amour autour de nous, en famille, sur le lieu de travail, dans la confraternité. Bouraïma, on ne le dit pas toujours, mais tout le stress que nous, journalistes, nous accumulons, tous les procès d'intention que les gens nous font, on nous range dans un camp, dans un autre. C'est autant de soucis, de stress également. Dieu merci, nous sommes forts. Justement, c'est ce que je disais tantôt lorsque vous m'interrogez. Je pense qu'il faut être fort. Il faut avoir de l'espoir et se dire que, bon, c'est un métier que nous avons choisi. Ça, c'est le journalisme. Nous l'avons choisi avec tous ses risques. Il faut qu'on en assume. Et de comprendre également, ce métier, c'est un métier à risque. Et on l'a accepté. Et que de ne pas écouter ce que les gens disent. Faisons le travail dans le respect des règles de notre métier. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Peu importe la ligne éditoriale de celui-ci ou de celui-là. Non. Chacun a sa ligne éditoriale. Il faudrait que les Togolais puissent le comprendre. Je ne peux pas écrire ce que Abbas écrit, je ne peux pas écrire, chacun a sa ligne éditoriale. Et c'est comme ça, ce n'est pas au Togo seul. Ailleurs, ça se fait, dans les grandes démocraties aussi, il y en a. Donc que les gens comprennent et qu'ils puissent quand même être indulgents lorsque nous abordons, c'est vrai, chacun a son... Et ça fait partie également des règles de la démocratie. Merci, Madame Ali Delfa, il va falloir que vous... soyez disponibles pour nous les journalistes. Nous accumulons également des stress. Une petite phrase, on vous range dans le camp de pouvoir. Un petit article, on vous range comme opposant. Bon, Dieu merci. Nous allons vous voir après dans vos cabinets. Vous allez nous fortifier davantage pour que nous tenions le plateau au jour le jour. On va terminer par les cartons. Vous avez chacun 30-40 secondes. Le carton, plus un petit commentaire, pourquoi pas. Sylvestre Béni, vous commencez? Non, avant le carton, moi je voulais faire une précision. En fait, moi je n'ai pas choisi le journalisme avec ses risques. Parce que le dire, oui, je suis sûr, parce que le dire, c'est excuser ceux qui veulent quand même nous créer des situations où peut-être nous créer des pièges. Parce que tout ce que nous disons, ça participe en réalité à l'essor de ce pays. Si tu n'es pas d'accord avec moi, mais dis ce que tu as aussi à dire. Mais aller jusqu'à penser qu'il faut du moins se mettre le grappin ou il faut créer une situation très défavorable aux journalistes parce qu'il aurait dit ceci et qu'il ne t'a pas plu. Je crois qu'il faudrait quand même qu'on commence à sortir de ce cliché-là. Maintenant, votre carton? Mon carton? Non, j'ai pas de carton, mais je voulais juste saluer une fidèle auditrice de cette émission. Elle s'appelle Madame Diego. Je me garde donc de donner le pronom, elle se reconnaîtra. En tout cas, votre femme est rassurée que c'est une madame que vous saluez. Le contraire aurait été, c'était une demoiselle. J'ai précisé. Bouraïma Chaboré? Non, en fait, moi, je n'ai pas de carton, mais juste pour appuyer par rapport à ce que Madame Delfa était en train de dire concernant la nationalité. Moi, je dis, les parents ne doivent pas toujours attendre au dernier moment pour aller chercher les nationalités pour les enfants. Il faut commencer le plus tôt. Pour ne pas être surpris, pour ne pas avoir des désagréments. C'est tout ce que je voudrais dire. Merci. Bas Isaka? Non, bon, moi, je n'ai pas de carton. Je voudrais réitérer mes félicitations à ces agents de police. À ces agents de police qui régulent les circulations, surtout au niveau de la route. Le Palémé qui est en train de jusqu'à Zanguera. Donc ils font du bon boulot parce qu'ils sont dans la poussière, ils sont sous la pluie, surtout que nous sommes en période de pluie là. Et je voudrais encore rappeler les gens sur la nécessité du respect du code de la route. Nous sommes en train de nous acheminer à l'ouverture, à la rentrée scolaire, et que les gens n'ont qu'à respecter les passages croûtés également pour les enfants. Lorsqu'il y a quelqu'un qui régule la circulation pour les enfants, pour la traversée des enfants, il faudrait qu'on le respecte et que les gens diminuent
les excès de vitesse qu'ils font lorsqu'ils voient même que les gens sont et ils foncent dans la foule. Merci. Donc, pour terminer avec les policiers, peut-être que leur direction, la direction générale de la police pourrait leur offrir des tenues. Parce que quand ils viennent le matin avec la poussière et la boue, les tenues se salissent au jour le jour. Si leur direction peut les encourager en leur accordant quelques tenues et pour qu'ils soient bien propres et avec le même masque. C'est d'abord le symbole de la République. Oui. Surtout les randiers aussi. Votre carton? Je n'ai plus de commentaires ou bien comment? Je peux faire le commentaire. Vous avez 45 secondes. D'accord, ok. C'est juste dire que nous traversons vraiment un temps de stress, de grand stress. Et l'un des remèdes du stress, c'est la marche. Dans l'article, dans la publication de ce jour, nous avons mis un petit article, ce que la marche fait sur les artères. Donc, le stress a pour un remède de la marche. Marchons, c'est bon pour les nerfs, c'est bon pour les artères. Alors, pour mon carton, c'est un carton vert à l'endroit de tous les acteurs de l'éducation, tous les parents, les enfants pour cette rentrée. Prions beaucoup pour que tout se passe bien et que chacun joue son rôle. Merci, Madame Lidelfa. Avant votre carton, vous savez que les femmes sont très solidaires, n'est-ce pas? Tout à fait. Eh bien, vous avez une consoeur, grande directrice au sein d'une société de la place qui envoie ce message. Je cite fidèlement. Bravo pour ton invité, Sas. Rien que cette intervention sauverait plus d'un qui serait tenté par le suicide. C'est ce que votre consoeur directrice au sein d'une grande société de la place vous envoie. Maintenant, votre carton. En fait, vous avez 45 secondes. Oui. Un petit commentaire assorti d'un carton. Avant le commentaire, je tiens à la remercier, tout le monde d'ailleurs. Et avant le carton aussi, je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont contribué, mes collègues comme d'ici et d'ailleurs, qui ont contribué à la réussite de cette émission. Et je vous remercie tous ici. Mon carton, c'est un carton vert. C'est comme vient de le dire mon collègue. Bon, Gadiel. Voilà, tout de suite. C'est par la rentrée s'annonce et que tout le monde reste prudent. Aussi, pour parler du suicide, une petite attention à côté de l'autre peut le sauver. Merci. Merci. Un petit regard. Peut-être que le type n'a rien aujourd'hui en poche. C'est ça. N'attendez pas qu'il vous le demande. Tout à fait. N'attendez pas qu'il vous le demande. Un petit sourire, un petit regard, un petit cadeau et vous aurez sauvé une vie. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut, Dieu le voudra. Mais d'ici là encore, chérissons la vie, célébrons la vie.